Bonsoir et bienvenue donc sur ce nouveau webinaire que j'ai intitulé 42. 42 d'après la Hitchhiker's Guide to the Galaxy, où on demande à un gros ordinateur quel est le secret de la vie, de l'univers, etc. Et après très longtemps de calcul, des mois de calcul, l'ordinateur donne sa réponse et c'est donc 42. Le truc, c'est que il y a 15 jours, j'avais fait un webinaire donc, sur l'hédonisme à court terme, et puis j'avais eu le temps de tout faire, sauf de donner la solution, en fin de compte, de comment on s'en sort de tout ça. Et je me suis dit, bon, ben, plutôt que de juste d'expliquer comment on se sort de l'hédonisme à court terme, autant donner quelque chose de plus universel qui puisse être utilisé pour aussi toutes les autres situations du quotidien, ou en tout cas la plupart des autres situations du quotidien. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce webinaire 42. Donc même si je vais prendre comme un exemple concret, l'hédonisme à court terme. Donc, si vous n'avez pas vu ce webinaire, vous pouvez le voir ou le revoir sur YouTube ou sur malka.tv. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser dans beaucoup d'autres situations. Donc, pour commencer, ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être des sentiments et des émotions. Il y a cette espèce de croyance aujourd'hui qu'on ne peut pas contrôler ses émotions. Or, c'est faux. On peut parfaitement contrôler ses émotions. Ce qu'on ne peut pas contrôler, ce sont nos sentiments. Il y a une très grosse différence entre les sentiments et les émotions. Alors les sentiments, feelings en anglais, et les émotions, emotions en anglais, c'est la même chose qu'en français, mais avec l'accent de John Wayne, sont deux choses totalement différentes. Les sentiments, ou un sentiment, c'est quelque chose qui vous prend ou que vous ressentez dans certaines situations. L'être humain est constamment en train de penser, de sentir ou de ressentir, d'avoir des sentiments et d'agir en même temps. On fait toujours ces quatre choses tout à fait exactement en même temps. Donc, même si on fait une action qui nous paraît totalement banale, comme ramasser une poussière par terre ou ce que vous voulez, eh ben, on fera les quatre choses en même temps. C'est-à-dire que l'on agira, on ramasse la poussière, on pense, tiens, une poussière, on aura éventuellement un sentiment par rapport à cette poussière et on la verra. Donc ça, c'est les sensations. Donc on la verra, on la sentira ou ce que vous voulez. Mais on fait toujours ces quatre actions tout le temps en même temps, même si, dans certains cas, une de ces choses est plus activée, si on veut dire ça comme ça, que les autres. C'est-à-dire, par exemple, que pendant que je passe l'aspirateur, ce qui est en avant-plan, c'est l'action, parce que je suis en train de passer l'aspirateur. Mais en ce même temps, je vais également avoir des pensées, des sentiments, et je vais ressentir et voir, enfin bref, ce qui se passe autour de moi, même si donc dans ce cas-là, on dira que l'action et le ressenti seront les choses principales. Si je joue aux échecs, ça va plutôt être la pensée qui va être en premier plan, l'action sera là, même si elle est plus lente, il y aura également des sentiments, enfin bref, vous avez compris un peu le topo. Donc les sentiments, ça fait partie intégrante de nous-mêmes et on ne peut pas s'en séparer, on peut pas les contrôler, c'est des choses qui dépendent de la situation. Maintenant, quand on prend des sentiments ou un sentiment et qu'on y ajoute des pensées, une ou plusieurs pensées, ou une ou plusieurs croyances, ou un ou plusieurs principes, alors on arrive à une émotion. C'est donc pour ça que on ne peut pas contrôler les sentiments, c'est un fait, mais on peut parfaitement contrôler nos émotions. On va prendre un exemple un petit peu lambda avec la douleur. Disons qu'on ressent une douleur parce qu'on a souffert d'une perte. Ça peut être une perte de santé, la perte d'une personne aimée, quelqu'un qui nous a quittés d'une façon ou d'une autre. On a perdu son job, enfin bref. Donc, on ressent une douleur. Cette douleur, c'est un sentiment. Je ne parle pas bien entendu de la douleur physique, le cas échéant.
Donc on a cette douleur sentimentale, on a ce sentiment, ça c'est la douleur. Maintenant, si on prend ce sentiment, douleur, et qu'on y rajoute des pensées ou des croyances, par exemple la croyance qui dit « Ah mais ça tombe toujours sur moi, c'est toujours à moi que ça arrive, ce genre de choses. Quoi que je fasse, c'est moi qui va souffrir. » Et bien dans ce cas-là, bien entendu, on va arriver dans ce qui s'appelle la dépression. Nous prenons un sentiment, la douleur, on y ajoute des croyances, une pensée, une façon d'être, et donc on arrive à une émotion qui, dans ce cas-là, est la dépression et même l'état dépressif. Si, au lieu de se dire bah, « ça tombe toujours sur moi », on se dit, par exemple, bon, on a certaines douleurs, on a perdu donc un tel ou un tel, et qu'on se dit, mais je lui ai interdit de me faire ça, comment est-ce qu'il peut se permettre de faire ce truc-là à moi? Mais quel genre de pourri est cette personne qui peut faire ce genre de choses? Et bien là, on arrive à la colère. D'un sentiment, la douleur, on y rajoute des cognitions, des pensées, des croyances, et on arrive à une autre émotion. Enfin, pour donner un troisième exemple, toujours c'est en partant de cette même douleur, on se dit ah, j'aurais dû en fin de compte être plus sympa, j'aurais dû le voir au moins une fois, j'aurais dû l'appeler plus souvent, enfin j'aurais dû me comporter et ben on va culpabiliser, on va ressentir de la honte. Donc en partant de cette même douleur, en partant d'une chose qui est une douleur, on peut arriver en tout cas à 3 émotions différentes. Si pour cette même douleur, on se dit il va me manquer, vraiment ça me fait de la peine, je ne sais pas comment je vais faire sans lui, je l'aimais bien quand même, etc. On va être désolé, on va être extrêmement triste, mais on ne sera ni déprimé, ni en colère. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En prenant le même point de départ, la même douleur, eh ben, on arrive à 3, dans ce cas-là 4, émotions totalement différentes. Est-ce que ça veut dire que l'une de ces émotions est plus correcte que l'autre? Est-ce que ça veut dire que la personne qui est désolée est moins triste que la personne qui est déprimée? Ou est-ce que ça veut dire tout simplement que cette personne développe des émotions différentes par rapport à un même sentiment et à une même situation, à une même pensée, enfin bref, à un même principe de base, à un même point de départ. Donc, alors vous avez encore d'autres exemples, mais je n'ai pas voulu être trop dans les détails parce qu'on ne pourrait pas y passer la soirée. Mais en dépendant, dira-t-on, des croyances que vous avez ou que nous avons, parce que je les ai aussi, même étape que le deuil, me demande Wildemann. Enfin, Anna, pardon. C'est marrant, cette habitude française de mettre le nom de famille avant le prénom. Même étape que le deuil. Ben, ça dépend de ce que vous voulez dire par deuil. Parce que si vous voulez dire le deuil en parlant des 7 étapes qui avaient été mises en place par... j'ai oublié le nom, ça me reviendra. Pas vraiment, parce que les fameuses étapes du deuil partent du principe que lorsque l'on a une perte, on va passer au travers de différentes émotions. On va passer par la peine, la douleur, on va passer par la colère, on va passer par la honte, etc., etc. Mais ça, c'est seulement les personnes qui sont obligées de faire des détours pour vivre leur deuil. En fin de compte, on n'a pas besoin de passer au travers de toutes ces étapes. Une personne, par exemple, qui est en état de dépression ou qui est bloquée dans certaines émotions, n'agira pas ou ne pourra pas s'en sortir avant d'avoir passé ce cap. Mais vous avez beaucoup de personnes qui, en fin de compte, n'ont pas besoin de passer au travers de colère, honte, etc., pour pouvoir vivre leur douleur et pouvoir dire au revoir à un être aimé. Donc, en fin de compte, non. Ce principe de ces 7 étapes, il est bien, il est sympa, parce que ça peut déculpabiliser pas mal de personnes, parce qu'on peut se dire, bon, ben, je suis au travers d'une étape, ça va passer, et ça peut leur permettre de passer ce seuil, mais en fin de compte, ce n'est ni nécessaire, ni demandé pour pouvoir vivre un deuil. Donc, en fin de compte, ce qui est, dira-t-on, le plus important, c'est plutôt que ces émotions appartiennent à un certain système de pensée ou certaines croyances.
Donc certaines personnes, lors d'un deuil éventuellement, vont devoir passer au travers de toutes ces différentes croyances et de tous ces différents principes, et d'autres non. Cela ne veut pas dire que la personne qui passe au travers des 7 étapes souffre plus ou moins que la personne qui va directement à la dernière étape. Là où est le truc, justement, ce n'est pas tellement, dira-t-on, la force de ces différentes émotions, ça n'est pas non plus le fait que ce soit négatif plutôt que positif, mais c'est le fait, est-ce que c'est rationnel, est-ce que ce sont des pensées ou des émotions rationnelles, ou est-ce que ce sont des pensées et des émotions irrationnelles? Alors la différence, c'est très simple. Les émotions, les pensées rationnelles, les croyances rationnelles seront reliées ou en relation avec la réalité, avec ce qui se passe et avec ce qui existe vraiment. Les émotions irrationnelles seront en relation avec nous-mêmes, elles seront plus centrées sur nous, elles seront plus égoïstes, si on veut dire ça comme ça, et elles n'auront aucun lien avec la réalité et ne pourront pas être prouvées scientifiquement. Lors d'une situation, lors d'un sentiment de départ, là, le cas échéant, on avait pris la douleur, si on prend une pensée, un principe A, si on peut dire ça, la situation, alors cette situation, c'est donc où quelque chose qui arrive, par exemple, quelqu'un qui vous dit quelque chose, ou quelque chose que vous voyez, ou ça peut être donc un sentiment. Dans notre cas, la douleur, c'est notre A. C'est ce qui démarre le tout, c'est ce qui est notre activateur, c'est ce qui active nos pensées, nos croyances et les émotions qui vont en découler. Cela donc peut être quelque chose de concret, mais cela peut être quelque chose de plus abstrait, justement comme un sentiment, par exemple la douleur. Lorsque l'on a cette situation, donc cet activateur, on a en B donc nos croyances, nos principes, nos pensées, notre façon de fonctionner, la façon dont on voit le monde, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle B. En anglais, on dit belief. Donc ça va vachement bien avec le B, qui en plus se dit be en anglais, belief, c'est vachement bien. En français, c'est déjà plus compliqué. Mais donc c'est notre système de croyance, c'est le filtre au travers duquel on voit et on vit ces différentes situations. Et donc le A plus le B mène donc au C, qui est donc la conséquence, et qui va donc, dans ce cas, être une émotion qui va donc être ou bien la tristesse, ou bien la dépression, ou la colère, ou la honte. Donc, là où on doit voir les choses, c'est en se disant non pas que les choses doivent être donc positives, mais que dans les choses, dans tout ce qui arrive, que ce soit positif ou négatif, on va dire que lorsqu'il y a une situation A et qu'on y ajoute un B irrationnel, alors là j'ai fait une erreur sur la fiche, il ne devrait pas y avoir écrit AI pour A irrationnel, parce qu'un A c'est un A, qu'il soit irrationnel ou pas. Donc c'est le A, la situation. Si on y ajoute un BI, c'est-à-dire un B irrationnel, on arrivera donc nécessairement à un CI, c'est-à-dire une conséquence irrationnelle. Maintenant, si on prend cette même situation, donc toujours le A, et qu'on y ajoute un BR, c'est-à-dire un B rationnel, une pensée ou un système de croyance rationnel, on arrivera à un CR, c'est-à-dire une conséquence rationnelle. Donc le truc, ça n'est pas trop de se dire, mais est-ce que, de transformer le négatif en positif, parce qu'il est parfaitement normal, lorsqu'il y a une situation douloureuse, de ressentir des sentiments ou des émotions négatives, mais c'est, est-ce que ces émotions, est-ce que cette façon de fonctionner, ça va m'aider à avancer, ça va m'aider à gérer la situation, ça va m'aider à gérer mes sentiments, ou est-ce que ça va me bloquer? Est-ce que ça va me bloquer le chemin vers mon but? Si vous vous rendez compte que votre système de croyance, que vos pensées vous bloquent, ne vous font pas avancer et vous mettent en pause,
Donc dans ce cas-là, c'est que vous avez dans tout ce système des pensées ou des croyances irrationnelles, et c'est là-dessus qu'il va falloir se contrôler. Parce que si on voit ces trois points, A, B et C, donc A étant l'activateur, B les croyances et les pensées, et C la conséquence, C dépend donc de B, on est bien d'accord, et puis A, la situation, ben ça, on ne peut pas vraiment, la plupart du temps, on ne peut pas en changer. Je veux dire, si vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, vous avez perdu quelqu'un que vous aimez. Ça, c'est pas possible à rattraper. C'est fait, c'est ce qui arrive. Et donc, dans certaines situations, par exemple, si on ne change pas son B, sa façon de penser, sa façon d'être, ses croyances, même si à la limite on change le A, on va retomber sur le même principe, sur le même problème. Parce que, disons que si on a des situations... Prenons l'exemple de cette femme qui est battue par son conjoint. Ça, c'est des situations dont on a entendu parler un petit peu partout. Et j'en connais plusieurs, même personnellement. Et vous connaissez tous sûrement, et toutes sûrement l'histoire de la nana qui se fait tabasser par son copain ou par son conjoint, ou par ce que vous voulez. Elle s'en prend plein la tronche, elle le quitte, il va la rechercher, elle revient, il lui en met plein la gueule, elle le requitte, il va la rechercher, elle revient, etc., etc., etc. Jusqu'au moment où, à un moment donné, il attaque les enfants, ou ça va trop loin, ou ce que vous voulez. Et puis, elle le quitte vraiment. Et cette fois-ci, elle le quitte. Arrive 6 mois ou 1 an, même des fois beaucoup moins que ça. Elle se retrouve un autre bonhomme qui est encore pire que le précédent. Et c'est là où on se dit, mais elle les recherche ou quoi? Non. Le truc, c'est qu'elle a changé le 1, mais elle pense toujours de la même façon, elle a toujours les mêmes croyances, elle recherche apparemment toujours le même genre de personne. Pour quelle raison, on ne sait pas, mais elle ne change pas son B. Donc le fait de changer le A, ça ne changera rien dans les peu de cas où ça peut se produire. De même, si on déménage ou si on change de boulot, etc., si on a toujours le même système de croyances, si personnellement on ne change pas de façon de penser et de voir les choses, eh ben vous allez continuer à retomber sur exactement les mêmes problèmes. Donc la solution ou la clé du problème, c'est donc le B. Alors, le B, en fin de compte, on a beaucoup de chance parce que c'est l'une des seules choses sur lesquelles, de toute façon, on a de l'influence. Et c'est donc pour cela que, oui, on peut donc contrôler ses émotions parce qu'on peut contrôler ses B. On ne peut pas contrôler les A, bien entendu, parce qu'on ne peut pas contrôler les autres personnes ou ce qui nous arrive. Mais les B, par contre, ça, oui, puisqu'ils viennent de nous. Alors, une petite parenthèse, parce que je sais qu'en France, on est toujours resté au système psychanalytique qui est vieux de plus de 150 ans. Le fait de comprendre et de savoir pourquoi et dans quelles conditions on a formé ces B, à la limite, ça, on s'en fout. Pourquoi est-ce que vous avez ces croyances? Est-ce que ces croyances vous sont venues parce que vous avez vu le zizi de votre papa quand vous aviez 2 ans et vous avez comparé la taille et depuis vous voulez des grosses voitures ou ce que vous voulez? En fin de compte, peu importe comment vous y êtes arrivé, comment on est arrivé à ce point-là, ce qui importe, c'est qu'on sait qu'on a certaines croyances, on peut les énumérer, on peut les dire et on peut les travailler. Même principe, c'est pas parce que votre maman ou votre papa vous a dit que vous étiez bon à rien et que vous étiez nul que vous plantez tout aujourd'hui. Non. Il se peut que vous l'avez cru parce qu'ils vous l'ont dit, oui, mais c'est parce que vous le répétez aujourd'hui. C'est pas eux qui le font, c'est vous. Et donc, c'est encore vous qui pouvez agir là-dessus. Maintenant, revenons un petit peu sur un exemple un petit peu plus concret. Justement, donc l'hédonisme à court terme dont j'ai parlé donc, lors du dernier webinaire, c'est-à-dire les personnes qui vont rechercher le plaisir à court terme, qui vont éventuellement se mettre dans des situations de dette ou ce que vous voulez, pour avoir un plaisir ici et maintenant, alors qu'en fin de compte, ça ne vaut pas le coup. L'un des sentiments les plus récurrents dans ce genre de situation, c'est le sentiment de frustration. Et c'est également ce sentiment
qui nous mène à beaucoup de situations assez extrêmes. Donc en fin de compte, c'est un très bon exemple, même quand on ne parle pas d'hédonisme, mais quand on parle d'autres genres de situations. La frustration, elle arrive lorsque vous avez un obstacle qui se met entre vous et votre but. Vous avez un certain but, vous avez une certaine envie dans la tête, vous avez une certaine direction dans laquelle vous allez, et tout d'un coup arrive quelque chose ou d'inattendu ou d'attendu, mais qui vous bloque le passage, tout simplement. Et donc dans ce cas-là, on a ce sentiment de frustration. Donc obstacle égale obstacle entre vous et votre but égale frustration. Dans le cas de l'hédonisme à court terme, si vous vous souvenez bien, le webinaire d'il y a une quinzaine de jours, j'avais nommé plusieurs principes ou plusieurs idées ou plusieurs concepts qui étaient la clé ou qui étaient à la base de cet hédonisme à court terme. Le premier, c'était une gratification immédiate. La personne qui recherche l'hédonisme à court terme, veut sa gratification ici et maintenant et n'a pas envie d'attendre 15 jours, 3 semaines ou même 1 heure pour avoir sa gratification. C'est ici et maintenant. Et c'est donc ce principe que les publicistes, que les pubs utilisent beaucoup, c'est il faut agir maintenant parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous allez rater le truc, quoi. Ça me rappelle un petit peu une remarque que ma femme m'avait faite. Ça faisait pas longtemps qu'on était arrivé en France. On a habité en France de 2000 à 2011. Et on recevait donc, comme tout le monde à peu près, différentes pubs dans la boîte aux lettres. Et puis donc vous aviez beaucoup de ces pubs qui étaient « Ouvrez vite, vous avez un cadeau à l'intérieur ». Et où ma femme me dit « Mais la vitesse à laquelle on ouvre l'enveloppe, ça a quoi comme influence sur le cadeau en fin de compte? Pourquoi est-ce qu'on devrait ouvrir vite ?» Et en fin de compte, c'est marrant. Alors depuis, on appelait toutes ces pubs, on les appelait des ouvrez vite, parce que bon, en fin de compte, c'est le principe. Mais c'est la gratification immédiate. Mais ouvrez vite. Pourquoi devriez-vous attendre avant d'ouvrir et de voir que vous avez gagné un merveilleux cadeau qui va vous coûter la peau des fesses? Donc ça, c'est le principe de gratification immédiate, qui est donc, entre autres, utilisé dans pas mal de systèmes de pub. Vous avez aussi donc cette anxiété de l'inconfort par rapport à cet hédonisme à court terme, parce que ça veut dire que si on ne fume pas la clope qu'on a envie de fumer, eh ben on va se sentir, on va être un petit peu en manque, et puis c'est un inconfort, et puis ça va pas, quoi. Ou alors si je bouffe pas cette pizza ou cette glace alors que je suis au régime, eh ben c'est un espèce d'inconfort, etc. Alors pourquoi je devrais attendre, etc., etc. Donc on avait cette anxiété de l'inconfort également. Puis on avait ce principe du dû, c'est quelque chose qui m'est dû, tout simplement parce que maintenant j'ai fait un bon travail, ou maintenant j'en ai chié pendant une demi-heure à tenir un webinaire, etc. Donc maintenant il va me falloir mon verre de vin, ou mon Ricard, ou mon cognac. Enfin bref, c'est un dû, c'est une récompense qu'on se donne, parce que quand on a passé un moment désagréable, il nous faut un moment agréable après. Et puis, il y a aussi donc la recherche d'approbation pour être comme les autres, pour être comme les copains, pour avoir mieux que les copains même, ou ce que vous voulez. C'est pour ça que mon ordinateur, il a une petite pomme, alors que le tien n'en a pas, etc., etc. Donc ça, c'était les principes dont j'avais parlé la dernière fois. Donc si on reprend la situation de l'hédonisme à court terme, on va prendre une situation A, qui peut donc être l'envie de s'acheter un nouvel ordinateur ou une nouvelle voiture ou des Nike ou ce que vous voulez. Et puis, le fait de ne pas avoir de l'argent pour ça. Donc, vous allez avoir le vendeur qui va vous dire « Oui, mais vous pouvez payer en 150 fois. Ou alors, on va aller demander de l'argent à maman ou ce que vous voulez. Parce que, on veut ce truc. » À ce moment-là, où on sait que là, en fin de compte, on est en train de déconner, on est dans l'irrationnel, et c'est là où il faut prendre le principe Malka, c'est-à-dire papier-crayon, ou alors note-bloc, Word, ou ce que vous voulez sur ordinateur, je m'en fous, papier-crayon, et puis réfléchir un petit peu. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez-y.
Parce que l'émotion qui découle de tout ça, ça va être cet hédonisme, ça va être cette envie ou ce besoin que l'on croit d'avoir le nouvel iMac, le nouvel iPhone ou ce que vous voulez. Et c'est là où il faut se dire, ok, situation A, j'aimerais bien avoir ce nouvel appareil ou cette nouvelle chose ou ceci ou cela. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? J'en ai besoin pour faire comme les copains. Si je n'ai pas ce nouveau truc, les autres vont se moquer de moi. Ou si je n'ai pas ceci, cela, eh ben, je ne l'aurai jamais. Enfin bref, voyez exactement ce qui vous passe par la tête, ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous croyez. Et partant de ce principe, une fois que vous avez mis ces choses sur papier, donc là vous avez vos B, il est temps de raisonner ou de débattre, si on veut dire ça comme ça, ces fameuses croyances. En se disant, ouais, bon, en fin de compte, scientifiquement parlant, même si je n'ai pas le nouvel iPhone, je ne vais pas en crever. Si les copains rient de moi parce que je n'ai pas des jeans Levi's, c'est-à-dire qu'eux, ils partent de ce principe-là et ce n'est pas les mêmes principes que ceux que j'ai. Donc, en fin de compte, c'est peut-être pas des amis avec qui j'ai envie d'aller me balader. Enfin bref, donc c'est à ce moment où il faut contredire, contrecarrer, contre-travailler ces pensées irrationnelles. Alors, comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'on va être content de ne pas pouvoir se payer le nouvel iPhone ou ce que vous voulez, mais ça va vous permettre éventuellement de dire, bon, ben, si je veux cet iPhone ou ceci ou cela, je vais mettre du fric de côté, comme ça je vais me le payer parce que c'est important pour moi. Je ne l'aurai pas peut-être ici et maintenant, ouvrez vite, je l'aurai 15 jours après, mais dans ce cas-là, je n'aurai pas besoin de faire la queue devant la boutique pendant 3 jours. Et puis, peut-être même qu'il sera en offre spéciale, il me coûtera moins cher. Enfin bref, ça va vous rendre les choses plus aisées, plus faciles à travailler et plus faciles à supporter. Alors voilà, c'est en fin de compte le principe du 42. Comment travailler non seulement la douleur ou la frustration, mais beaucoup d'autres choses. En fin de compte, tout fonctionne plus ou moins de la même façon. Le système de travailler ses pensées, de travailler ses croyances, surtout les croyances irrationnelles, est simple. Il est très simple. Et il en suffit de peu pour le travailler. Maintenant, là où est le souci, c'est que c'est simple, mais c'est pas facile. Il y a une très grosse différence entre les deux choses. Ça peut être très très difficile de travailler certaines pensées, certaines croyances, et quelles sont les choses que l'on peut se dire pour pouvoir surmonter. Si vous avez besoin, j'ai fait une formation là-dessus, qui s'appelle ABC, la formation ABC tout simplement. Vous pouvez la trouver sur abc.malka.xyz. Je me suis dit que c'était bien, ça faisait tout l'alphabet, avec Malka au milieu. Allez faire un tour et puis voyez si vous pouvez trouver de l'inspiration ou si vous pouvez, en suivant ce cours, vous aider à surmonter certaines choses. Enfin, pour finir, j'ai encore une question de Anna qui me dit donc les zèbres, c'est-à-dire les enfants à haut potentiel, qui sont souvent des HPE, sont-ils irrationnels? Je ne connais pas l'expression HPE, je suis désolé. Si les enfants qui aient un haut potentiel ou pas peuvent être tout aussi victimes de pensées irrationnelles que de pensées rationnelles. C'est comme tout le monde sur ce point-là. Ça n'a rien à voir ni avec le quotient intellectuel, ni avec l'éducation qu'on a eue, ni avec son enfance, ni avec la façon dont on a été élevé. C'est un petit peu de tout, on pioche un petit peu dans tout. Il y a une partie innée, tout simplement, il y a une partie génétique, et la différentes expériences de la vie qu'on a eues, les conclusions qu'on en a tirées. Enfin bref, on fait chacun notre filtre, on fait chacun nos croyances, on bâtit nos croyances au travers de notre vie et de nos expériences. Donc ça n'est ni dépendant de l'un ni dépendant de l'autre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous dis donc à d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre webinaire.
Et si vous avez envie ou besoin de parler d'un certain sujet, n'hésitez pas à m'en parler, à me poser la question. Si ça peut être intéressant, je peux parfaitement faire un webinaire sur le sujet. Il vous suffit de m'envoyer un mail à cyril@malka.fr et dans ce cas-là, on verra ce qu'on peut faire pour vous, ce que je peux faire pour vous. Mais sinon, bonne soirée, bonne journée, bonne semaine, bonne quinzaine et on se revoit d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre webinaire. Au revoir.